Frank, c'est exactement ça. Tu sais, dans le débat au 98.5, on me disait, mais regarde, l'État, Gabriel, est tellement performant. C'est où que tu vis, Gabriel? T'es-tu au Québec? On a Hydro-Québec, on a la SAQ, on a l'Auto-Québec. Tu nommes des monopoles d'État. Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal pour parler des épiceries publiques. Pourquoi ils sont en faveur de l'implantation d'épiceries publiques au Québec? Tu vas le mettre dans la barre. Heu, juste avant qu'on commence, parlant de nourriture, ben, on va aller, chez nos amis de Barbecue Québec qui ont des succursales à Québec, Boucherville et Laval. Allez chercher ce que ça vous prend pour l'été, pour, le barbecue. Les marques, Napoléon et Weber notamment sont disponibles. Il y a tout ce qu'il faut. On a également nos amis de Ready for Canada pour tous les besoins en matière d'immigration. On sait que c'est complexe, s'il y en a qui ont besoin de conseils de pros, d'une équipe qui fait de la représentation légale. Finalement, ils vont être là pour vous aider. On a également des offres d'emploi du côté de TLF Dessin et de BF Ventilation. Donc, TLF Dessin cherche un destinateur en bâtiment dans le coin de Saint-Hyacinthe et Saint-Ours. Les deux bureaux sont là. Envoyez votre CV. Et BF Ventilation cherche des ferblantiers contremaîtres et des livreurs également dans le coin de Québec. Donc, envoyez également votre CV. Puis, ouais, faites donc une lettre de présentation, là, puis mettez ça propre. Là, vous allez avoir la job. Et en terminant, ben, Ranch Brand pour avoir les plus beaux vêtements au Québec et au Canada dans le monde du country. Utilisez votre promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. En plus, notre invité aurait la gueule d'un rancher, je pense. Ouais, Ben oui, totalement. La moustache, en tout cas. Ben oui, tout est là. Exact. Fait que, ben, Gabriel, tu as débattu de cette histoire-là au 98.5, notamment, tu été invité pour en jaser. C'est une idée qui. Moi, j'appelle ça une idée de fou, là, mais il y en a qui trouvent que c'est pas poli de dire ça, mais c'est une idée qui veut pas mourir. Donc, on sait que la gauche québécoise, comme la gauche française, aime pas quand. Eux autres, ils disent souvent: Ah, vous importez la politique à l'américaine au Canada, mais eux, si tu regardes le programme, c'est essentiellement piqué dans ce que font les Californiens et maintenant les New-Yorkais avec Zoran Mamdani. Ils s'en cachent même pas. Donc, ils disent, ben, Mamdani, il va le faire à New York, fait que, ben, pourquoi on le ferait pas ici? Donc, avoir des épiceries qui sont gérées par le gouvernement, pourquoi pas? Soviétique. Pourquoi Ben, pas? Il oublie on- juste de dire, juste préambule comme ça, que quand on cherche comment ça va avec Mamdani, il y a plusieurs articles là, qui sont disponibles, notamment dans le Reason Magazine, qui dit que Mamdani avait, dans un premier temps, OK, il avait dit qu'il allait avoir 70 millions d'argent public pour ouvrir 5 magasins publics, donc 5 épiceries publiques. Ils ont déjà dépensé, ou ils prévoient dépenser 30 millions juste dans les coûts de construction pour une épicerie. Donc, ça va très, très bien. On est déjà très bien commencé, mais ça a l'air que chez nous, ça va marcher. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on voit que la gauche, le plus grand ennemi de la gauche sur ce dossier-là, c'est la réalité. C'est pas du monde comme nous, là. Je veux dire, les chiffres sont clairs. Tu veux 70 millions, puis tu as déjà 30 millions sur 70 pour la construction d'un seul magasin, tu en veux 5. C'est quand on commence à être un peu sérieux, on le comprend très bien que ça fonctionne pas. Puis, je peux comprendre la prémisse de base. Elle est vraie, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du prix de l'alimentation au Canada. On a vu, c'est plus que 20% dans les 4 dernières années. Donc, le constat, il est là, il est dur, c'est-à-dire que les Canadiens, les Québécois, ils payent de plus en plus pour leur épicerie. C'est difficile, c'est des milliers, des milliers, milliers de dollars chaque année. Le constat est vrai, mais le moyen de l'épicerie publique n'est pas un bon moyen. Alors, souvent, ce qu'on entend là, du côté de la gauche, justement, c'est de dire ben, on va vouloir avoir ces épiceries publiques-là. Tu te parlais de Mamdani, mais au Québec, on entend maintenant Québec solidaire. Au Canada, on entend le nouveau Parti démocratique avec Avi Lewis.
Il faut juste revenir à la base. Toronto. Les épiceries privées, c'est pas un secteur où il y a une grande marge de profit, là. On est aux alentours de 3%. Des fois, quand on inclut le pharmaceutique, il y a une plus grande marge de profit parce qu'il n'y a pas juste des aliments qui sont vendus, là. Il n'y a pas juste de la nourriture essentiellement qui est vendue en épicerie. Ça tire à la hausse la marge de profit. Mais concrètement, c'est des très petites marges. Et donc, quand on entend des gens comme Avi Lewis nous dire Ah, c'est 30-40% qu'on va être capable de couper. Tu le trouves où? Tu le trouves où, ce 30-40%-là? Mais là, est-ce que les gens savent encore lire des états financiers, Gabriel? Parce que si on arrive, on revient à base, OK? Économie 101 ou finance 101, là. Une entreprise va avoir des revenus, va avoir son cost, donc le produit le coût des produits de son côté. Ça crée la marge bénéficiaire, OK? Le gross profit, grosso modo. Mais ça, c'est pas du profit, cette affaire-là. Parce que tu n'as pas encore payé les employés, tu n'as pas encore payé tes taxes municipales, ton pied carré, tu n'as pas payé l'entretien de ta bâtisse, ton électricité, tes assurances, toutes ces affaires-là. Fait que là, tu descends, puis là, tu as toutes les dépenses d'admin, de gestion opérationnelle, et ainsi de suite. Puis là, tu arrives à la ligne en bas, puis là, il reste de l'argent, mais il en reste plus beaucoup. Puis là, tu n'as pas encore payé tes taxes et tes impôts. Fait que là, il faut que tu payes tes impôts. Puis là, éventuellement, il faut que tu payes les intérêts aussi sur les emprunts que tu as pour gérer la bâtisse. Fait que là, il reste, à la fin, là, il reste ce qu'on appelle vraiment le vrai profit, celui qui peut être redistribué aux actionnaires. C'est ça qui reste, 2 et 4. Si tu arrives, tu dis on va régler le problème des profits, les profits sont excessifs, on va éliminer les profits. Ben, tu peux éliminer ce 2 à 4 %-là, disons que ce serait faisable, mais tout le reste, tu ne peux pas l'éliminer. Non. C'est impossible à éliminer ces affaires-là. Puis sur ce point-là, Yann, c'est super intéressant parce que justement, dans l'étude qui a été produite puis publiée la semaine dernière, on regarde la question des profits justement. Puis à Toronto, hein, ça a été voté en mars de cette année, comme quoi on va ouvrir aussi une épicerie publique. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mémoires qui sont déposées. Puis un mémoire qui a été déposé par une banque alimentaire à Toronto qui s'appelle le Daily Bread. Puis qui dit justement un peu ce que tu dis. Faites attention avec cette idée-là, là, comme on nous le spin comme étant la panacée, puis vraiment là, le silver bullet pour contrer l'augmentation des prix d'épicerie, du panier d'épicerie, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie si on est capable théoriquement de l'éliminer? Parce que ça aussi, tu y as fait allusion. Théoriquement, puis on y Ah reviendra, oui, parce que comme on n'a pas les incitations, le théoriquement va juste rester théorique et va jamais se transformer en pratique. Ce qu'on exactement. constate, c'est que c'est 11 à 18 $ par personne par mois. Ça serait théoriquement le meilleure économie que l'épicerie publique pourrait faire si elle est aussi efficace dans la gestion, dans la gestion des logistiques, la gestion de travail de ses employés, mais qu'elle n'aurait pas ce 2, 3, 4% de profit-là. Donc, on comprend que très concrètement, c'est peu. Maintenant, en plus de ça, et ça, je pense que c'est le cœur du débat. C'est le cœur du débat, notamment au 98.5, où on ne peut pas s'entendre. C'est que la gauche va dire je veux rien entendre à propos de l'efficacité de l'État. L'État peut être aussi efficace que le privé. Non. Donc, on est dans l'intention. Hein, l'intention, c'est que Ah oui. l'État veut être aussi efficace que le privé. J'entends, c'est cute, mais une fois qu'on commence à regarder réellement c'est quoi la réalité, donc les incitations, on comprend que c'est impossible. Et c'est très simple pourquoi c'est impossible. D'abord parce que vous avez la dynamique où les privés, les Super C, les métros, les IGA de ce monde, c'est très simple. Tu dois vendre le meilleur produit au plus bas coût ou au moins le vendre pour ton segment de marché. Parce qu'évidemment, quand tu vas chez Métro, tu ne t'attends pas à payer moins cher que quand tu t'en vas au Maxi, à moins que les spéciaux sont particulièrement intéressants. Ils ont tous leur segment de marché. À partir du moment où tu ne vends plus les produits euh, disons, de façon optimale, c'est-à-dire soit au niveau du coût, soit au niveau de la qualité des produits à ton segment de marché, tu vas perdre des parts de marché. Exact. Autrement dit, le profit, là, cette marge de 2, 3, 4 elle est cruciale. Parce que si on ne l'a pas, ça ne fonctionnera pas. Puis cette marge de profit-là, les gens ne le réalisent pas, mais les épiciers y ont accès principalement à cause des clients comme moi. Dans le sens que moi, j'aime pas payer cher, donc je choisis de faire mon épicerie au Maxi ou au Walmart, mais de mon côté, j'ai pas le goût d'en faire deux épiceries. Mm. Moi, c'est définitif que j'en ferai pas deux. Fait que, il y a quelques produits, puis je n'ai pas tendance à regarder trop les prix. Je vais acheter à l'épicerie ce que j'ai besoin pour ma semaine. Fait que, tu sais, si on avait décidé qu'on mangeait du poulet, ben si c'est le bœuf haché qui est en spécial, je vais probablement prendre le poulet quand même. Moi, je suis le genre de client qui permet à l'épicerie d'avoir des profits de son côté.
Si, admettons, on a un autre type de client, on va l'appeler Frank, par exemple, puis Frank, lui, il est stratégique dans son épicerie. Avant de partir à l'épicerie, il décide d'investir du temps dans la sélection des aliments qu'il va avoir dans Ouais. ses épiceries. Donc, il va aller acheter les rabais de toutes les épiceries. Il va faire les circulaires, autrement dit. Je vous garantis une chose, les épiciers ne font pas une crise de scène avec Mmh. Frank. Parce que Frank va aller chercher les loss leaders dans chacun des commerces Mhm. autour de lui, puis il est prêt à investir du temps pour sauver de l'argent, alors que moi, j'ai décidé de ne pas investir de temps pour pas sauver d'argent. Tu sais. Mais ça, c'est des choix. Mais les épiciers font de l'argent avec moi, puis ils en font pas. En fait, ils en perdent avec Frank. Mais au global, ils réussissent à faire leur 2-4 pareil. Parce que ça, les gens ne le réalisent pas, là, mais il y a beaucoup de loss leaders dans chacune des épiceries du Québec. Là. Tout ce qui est dans une circulaire, en général, est vendu. Si c'est pas au cost, des fois, c'est souvent en bas du cost. Moi, ma femme a été longtemps propriétaire d'une pharmacie qui était à Sainte-Claire de Bellechasse. Elle avait des loss leaders régulièrement. C'était pour l'Oblat, dans le fond, vu que c'était Pharmaprix. Ben, il y avait des loss leaders de temps en temps. Puis comme était quasiment le seul commerce qui pouvait avoir ce genre de loss leader-là, des fois, ça venait faire la file dans la pharmacie. Fait que volontairement, là, elle slackait un peu l'achat des palettes de Pepsi des fois parce qu'elle dit là, je peux pas fournir la ville de Sainte-Claire au complet en Pepsi, one shot, je vais me ruiner. Là. Tu sais, c'est un loss leader, je perds de l'argent quand j'en vends. Fait que, limiter la quantité, sacrément, ça marchait pas, tu sais. Mais les, Mhm. les gens s'imaginent que ça n'existe pas, les loss leaders dans les épiceries. Ils pensent qu'ils se font fourrer avec tout ce qu'ils achètent. Puis il y a un entre-deux. C'est-à-dire, si toi, tu regardes les circulaires et tu dis, Colin, le poulet, il est vraiment gros spécial au Super C, je vais aller au Super C, puis là, t'es là. Fait que tu vas faire ton épicerie, justement, puis ils vont aller chercher de la marge. Ben, c'est pour ce client-là qu'ils font ces spéciaux-là, en Exact, fait. Ils exactement. font pas les spéciaux pour Frank parce que Frank, il Non, profite de ces spéciaux-là. Ils les font pas pour moi parce que je suis exact. indifférent. Voilà. Mais mettons, c'est Gabriel, le plus génial de la gang. Il dit je vais adapter mon choix d'une épicerie dans la semaine en fonction de ça, du loss leader qu'ils vont avoir qui m'intéresse le plus. Mais je vais juste en faire une épicerie quand même. Je vais acheter le C'est reste ça. du stock que j'ai besoin là. Et c'est pour ce client typique-là, en fait, que ces rabais-là existent. Puis c'est la raison pourquoi ils en font, en fait. Là. Puis ils en font parce ils font de l'argent avec ça. Puis s'ils faisaient pas ce profit-là, là, ça fonctionnerait pas. C'est-à-dire que si ils n'offrent pas le bon produit, puis tu retires en fait le profit parce qu'ils sont plus capables de vendre, ou du moins ils sont déficitaires parce qu'ils offrent pas le meilleur service pour leur clientèle, ben c'est simple. Soit tu t'ajustes, soit tu es en dehors de la business parce que tu as une concurrence. Et là, ce qu'on veut venir faire avec le panier d'épicerie publique, là, le fameux panier orange qu'on va rebaptiser, ben, c'est essentiellement de dire on va concurrencer le privé, mais on n'aura pas la même incitation économique à s'assurer de répondre aux besoins du consommateur parce qu'on a un filet de sécurité terriblement confortable, ce que le privé n'a pas. Très concrètement, si on n'arrive pas à réduire le coût, parce qu'encore une fois, c'est complexe la logistique, puis on reviendra sur les exemples internationaux parce qu'il y en a qui ont démontré que c'est un échec, qu'est-ce qui va se passer? En tant que consommateur, on n'aura pas une facture plus faible. Par contre, en tant que contribuable, il va falloir davantage subventionner. Le bon exemple de New York en disant 70 millions pour 5 épiceries, on est déjà à 30 millions. J'ai bien hâte de voir à côté d'un Costco comment ça va s'articuler, ça. Ben oui. Ben Puis le écoute, là, problème là-dedans aussi, là, c'est que l'épicier public, là, si tant est que la chose finisse par exister chez nous, là, c'est que lui, là, il y a une solution de repli qui est le renflouement par les deniers publics. Là. Fait que exact. c'est clair que c'est ça. Parce que, tu sais, métro, là, il y en a des épiceries, des fois, qui ferment dans des régions. Là. Il y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de demande. Là, t'allais dans ce village-là, puis il y avait un métro puis un Provigo. Finalement, le Provigo est fermé. Ça, c'est arrivé dans les dernières années. Mais si, au lieu d'être un Provigo, c'est un magasin du gouvernement, ben là, ça va devenir un sujet. Ça aussi, c'est le bout que les gens oublient. C'est que le fait que tu remettes ça dans les mains de l'État, ça va devenir un instrument politique. On va vouloir acheter des élections avec ça en disant hey, votre marché public que vous avez dans votre région, tu sais, les panneaux là, sur le bord du chemin, là, le Ouais, gouvernement investit 70 millions ici c'est pour une sûr. route, ça. Ben là, ça va être écrit votre gouvernement investit 2 millions pour votre épicerie locale avec vos beaux légumes, et ça va devenir politique, comme ils ont fait avec la SAQ où on est en chicane avec les Américains, j'enlève l'alcool des tablettes. Là, ça va être on est en chicane avec un autre, on enlève le beurre de peanut Skippy, on enlève les bananes qui viennent de. C'est ça qu'ils vont faire. Là. Ouais. Ces Ah ouais. personnes ont l'air d'allumer là-dessus. Ils vont utiliser ça à des fins politiques. Puis le pire, c'est qu'au Québec, présentement, le modèle d'affaires sans profit existe déjà. Il y a plusieurs coopératives d'alimentation au Québec. Moi, j'ai habité à Saint-Anselme longtemps pendant que le IGA de la place était une coopérative.
Et dans les dernières années, il était pas capable de donner de ristourne aux membres parce que justement, il faisait pas de profit. Il y avait même des pertes, à chaque année. Puis ironiquement, quand je parlais à quelques voisins de mon côté, moi, vous le savez, je l'ai dit, j'ai pas le goût d'investir de temps dans mon épicerie. Donc, je faisais mon épicerie à Saint-Anselme au IGA. Et quand je parlais à mes voisins, ils faisaient pas leur épicerie là, souvent. Il y a plusieurs de mes voisins qui allaient à Lévis, qui faisaient la distance, puis qui disaient de toute façon, on a des commissions à faire là, mais je vais aller au Super C. J'économise quand même vraiment beaucoup d'argent au Super C. C'est plus avantageux pour moi d'y aller. Puis là, tu es là, tu te dis, OK, mais le Super C, lui, est à profit. Le IGA dans notre village est à coopérative, il n'y a pas de profit, puis tu te fais charger moins cher au Super C à Lévis, puis tu fais la distance pour y aller. Fait que là, tu es là, tu te dis, est-ce que vous réalisez que le profit n'est pas le problème dans le prix des aliments? Est-ce que vous le réalisez ou vous le réalisez pas? Je pense que les gens ne le réalisent pas. Ben, en tout cas, c'est soit ils comprennent pas, soit ils s'entêtent à pas vouloir comprendre, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, tu sais, un bon exemple de ça, Yann, c'est quand tu prends le slogan politique là, qui m'a fait éclater de rire la semaine dernière, ça a été qu'on veut des Costco au Québec, des Costco publics. Attends un peu, là. Costco public. Puis dans le 98.5 aussi, là, on a eu cette discussion-là avec Luc Ferrandez. Costco public. Tu es en train de me dire là, que le gouvernement va construire 3, 4, s'il est bien relé, 5, 6 épiceries publiques au Québec, puis que tu vas avoir la même capacité d'achat de gros que la 25e plus grosse entreprise mondiale qui vaut 625 milliards de dollars en capitalisation boursière canadienne. C'est ça que tu me dis, là. Puis nous autres, on va regarder puis on va dire oui, on veut des Costco publics. Attends un peu, là. C'est lunaire. Je sais même pas comment expliquer à quel point c'est lunaire de dire que on va se faire des Costco publics. Puis là, on me disait non, non, mais on va avoir une sorte de céréales, des céréales au chocolat. Ça va être quoi? Ça va être des Dracus chocolat au lieu des Fruit Loops. Puis si vos enfants aiment pas ça, just too bad. C'est incroyable ce qu'on entend là-dessus. Ça n'arrivera pas. On sera pas capable. Puis Frank l'a très bien dit en disant attends un peu, là, ça va être utilisé politiquement. Ben oui. Tu vas avoir deux pancartes. On investit 2 millions et on crée des bonnes jobs à 35$ de l'heure. Fait que là, tu me dis qu'avec 2% de marge de profit, toi, tu vas augmenter énormément le coût de ton travail. Tu vas réduire la flexibilité dans la gestion du travail, mais tu vas réduire les prix de 30-40% selon certains. Non, mais il n'y a pas Ah non, plus créatif que ça, Ah là. non, puis la oublie seule pas une façon chose. d'y arriver, c'est d'utiliser les deniers publics pour le faire. Oui, c'est ça. Avec la taxation, tu sais, je veux dire, on va utiliser les deniers de taxation pour baisser les prix ou pour augmenter les salaires, mais je veux dire, cet argent-là n'est pas accessible aux épiciers. Les épiciers ne peuvent pas taxer la population pour que ça fonctionne éventuellement. Tu sais, c'est ça qui me fascine le plus, là. Vous avez perdu Frank, je pense que sa Ouais, je suis caméra a désolé, surchauffé. c'est Ça ma arrive l'été de temps ouais, en temps, là. va falloir que je fasse de quoi avec ça. C'est la caméra qui surchauffe, fait que vous allez me perdre visuellement, mais c'est pas grave, vous avez Gab. Mais là, à un moment donné, là, moi, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on est en train d'essayer de créer un débat entre la gauche puis la droite. Parce que là, la gauche, Québec solidaire, puis on veut ces épiceries publiques-là. Puis là, la droite, là, c'est là, on est contre. Là, maintenant, t'es là, tu dis, c'est parce que là, j'entends les arguments, là, puis le problème qu'on a, c'est pas un débat gauche-droite, c'est un problème connaissance puis pas connaissance. Je veux dire, simplement, s'il y avait plus de gens qui savaient lire des états financiers, on n'aurait pas ce débat-là. Le problème n'est pas. Là, le vrai problème, la vraie solution de la gauche, ce que vous voulez faire, en fait, c'est que vous voulez subventionner l'épicerie. Parce que si en réalité, vous dites que les prix sont trop élevés, puis que là, on a besoin d'une solution pour aider les plus pauvres, est-ce qu'il existerait, moi, je ne suis pas en accord, mais est-ce qu'il existerait des solutions qui nous coûteraient moins cher comme contribuables que des épiceries publiques? La réponse est oui, des vouchers. On peut faire des vouchers d'épicerie demain matin. Tu es capable d'arriver, puis de des coupons, autrement dit, de donner des coupons aux assistés sociaux, aux gens à faible revenu, qui ont le crédit d'impôt de solidarité, par exemple. Tu sais, c'est tout connu, ces affaires-là. Ouais. Je suis persuadé qu'on aiderait plus de gens à un plus faible coût que des épiceries publiques. Ça, j'en suis persuadé. Mais on n'a même Assurément. pas ça dans la discussion présentement. Ben, le truc, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Là, on a Mark Carney qui a déjà redonné davantage dans le remboursement de la TPS, en ça récemment lié justement à l'épicerie. Donc, c'est un exemple concret de choses qui a été faite, mais Mhm. tu Exact. as raison, il y a plusieurs mesures qui peuvent être faites. Je t'en nomme trois en rafale. Là. L'abaissement des barrières au commerce interprovincial. Il y a tout eu un mouvement l'année dernière, depuis l'arrivée de Donald Trump et des tarifs douaniers sur le Canada, de dire, ben, Colin, peut-être qu'on devrait s'assurer d'avoir une meilleure fluidité dans le commerce interne au Canada. Puis des Ben oui. bons exemples, c'est sur le transport. Tu sais, quand tu veux Mm. transporter entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, euh, du blé notamment, ben des fois, il passe par les États-Unis à cause du manque d'harmonisation dans le transport. Ça, c'est un exemple très concret qui augmente les coûts
de production, essentiellement Ben, plutôt c'est de clair. transport, donc sur la tablette. Puis Ben, d'autres c'est fou ce que éléments. tu viens de dire là. Tu sais, tu lâches ça comme un bullet point, mais en réalité, là, il y a des camionneurs Ah présentement qui ouais, font des détours aux États-Unis pour c'est éviter fou. de la réglementation provinciale. Pensez-y, là, Ah, c'est c'est débile. un problème relativement facile à régler, là. Ben oui. Il faut que ça se règle, c'est pas normal. Puis quand on parle de tarifs douaniers, on pense tout le temps à Donald Trump, son administration aux États-Unis, mais le Canada, quand on lit là, l'Organisation mondiale du commerce, la fiche du Canada, ce qu'on constate rapidement, c'est que nous, nos importations agricoles, ce qui est appliqué sur nos importations, c'est en moyenne 15%. Donc, concrètement, on met des tarifs douaniers sur les produits agricoles. Pourquoi on a des tarifs douaniers? On est en train de dire que notre monde a de la misère à s'acheter leur épicerie, puis on a des tarifs douaniers. Qui est une taxe, qui est C'est une carrément taxe. une taxe. C'est exactement ça. C'est une taxe qu'on pourrait retirer. Après ça, on a un autre élément qui est absolument central, puis ça, on en parle souvent, mais pas assez sur le plan politique, parce que c'est pas sexy d'en parler, mais c'est la gestion de l'offre. La Ben oui. gestion de l'offre, c'est une taxe incroyable sur les consommateurs, le lait, les œufs, le poulet, la dinde. C'est du stock que plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois prennent de façon hebdomadaire. Mais on paye beaucoup plus cher que si on était, par exemple, dans le Midwest américain, qui est le meilleur Mmh. comparable avec le Canada. Puis on a un éléphant dans la pièce aussi qu'il ne faut pas oublier. La réglementation qui est ultra favorable aux syndicats fait en sorte qu'à peu près tous les épiciers du Québec ont des employés Ouais. syndiqués. Mais ces employés syndiqués-là n'ont pas des gros salaires, mais vont payer des cotisations de 1 $, qui ne va pas dans leur poche pour leur syndicat. Sincèrement, si on déréglemente un peu le volet syndical, est-ce qu'on désyndicalise des épiciers? Puis est-ce que ces épiciers-là peuvent améliorer leur marge de profit Mmh. ou encore baisser leur prix? Moi, je pense que la réponse est oui. Ils vont dire, ils vont faire ça en baissant les salaires des gens. Non, le principal coût d'un syndicat, ce n'est pas le salaire des employés, c'est les griefs puis les tâches de travail. Le fait que les employés n'ont pas de flexibilité pour accomplir diverses tâches. Le caissier ne peut pas aller passer à la mop ou des affaires de même. C'est ce genre de conneries-là des conventions collectives qui font en sorte qu'il y a un coût de productivité qui est important dans les épiceries du Québec. Puis ça, c'est à cause de nos lois syndicales qui sont beaucoup trop favorables envers les centrales syndicales. Puis ça, personne n'en parle. Mais il y aurait des économies dans la masse salariale à faire, non pas en diminuant les salaires des gens, mais simplement en ayant plus de productivité, en étant moins conventionné. Puis ça, on n'en parle pas au Québec. Puis, tu sais, on en parle souvent dans le domaine de la construction, mais c'est le même principe où tu es charpentier, tu vas juste être charpentier. Tu es capable de faire de peinturer, mais tu pourras pas parce que justement, il y a de la Ouais, rigidité. ouais, C'est ouais. la même chose en épicerie, là. C'est clair, mais le problème, là, ce qu'on vient de dire essentiellement, c'est que c'est pas- il y en a qui sont pour la veuve et l'orphelin, puis il y en a d'autres qui s'en sacent. C'est pas ça, là. Ce qu'on est en train de dire, c'est justement, on le sait que c'est problématique, c'est juste que c'est pas une bonne mesure. Il y a d'autres mesures alternatives qui sont meilleures. Parce que quand on regarde les cas internationaux, notamment d'épicerie publique, et les flops qu'on a vus dans les dernières années, un bon exemple, c'est celui de Kansas City. On a créé, Mmh. justement, le conseil municipal a dit, ben, on va créer une épicerie publique, le Sunfresh City Market, puis on va s'assurer justement de fournir des aliments de qualité à faible prix. L'intention est bonne, j'entends. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand on regarde les vidéos, quand on lit sur la question, ce qu'on constate rapidement, c'est qu'il y avait une incapacité de l'épicerie à fournir, ou plutôt à proposer des produits périssables. Tu regardes les tablettes fruits et légumes, là, t'as pratiquement rien, là. C'est un désastre. Quand tu regardes après ça pour le lait, les œufs, il n'y a pas grand-chose. De sorte que tu crées une épicerie dans l'objectif de réduire les prix et augmenter l'accessibilité des aliments. Mais finalement, tu n'es pas capable de leur fournir. Les prix, ben, je veux dire, qu'ils soient plus bas ou pas, tu n'as rien à vendre, tu as peu de choses à vendre au niveau périssable. Puis en plus de ça, dans ce cas-ci, on avait beaucoup d'insécurité. Donc, tout ça a fini avec une poursuite de l'ancien gestionnaire de l'épicerie publique contre la ville parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez de sécurité, puis il s'était engagé à assurer la sécurité. Et puis finalement, ça a été loué à un privé. Donc, tout ça pour dire qu'on a perdu 29 millions de dollars publics avec un flop monumental, puis on n'est pas capable de juste se dire, ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, parce que Zoran Mamdani est populaire et propose l'épicerie publique. Donc, s'il est populaire, moi, je vais être populaire, je vais aussi proposer une mauvaise idée. Bref, il faut juste regarder le réel, là. Le réel leur donne tort sur tous les points. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau de Zoran Mandani, il peut être populaire présentement. Mais ce qu'on oublie également, c'est qu'est-ce qu'il va être encore Ah, populaire dans les prochains mois, d'un coup qu'on va avoir les résultats de ces politiques publiques? Parce que moi, ce qui est Ah fascinant, oui, là, c'est c'est que tu ça. dis, si on réussit à
détruire la profitabilité là, avec des épiceries publiques, on va sauver 11 à 18 par personne. Sauf que si, en termes de subvention, on se rend compte que ça coûte Ah ouais. 45 à 50 à tous les Québécois, ce genre de problème d'épicerie-là, tu te dis, ben, on est perdant au change. On a fait sauver 18 piastres à tout le monde, puis de l'autre côté, on se met dans une situation que ça nous a coûté 40 piastres de subvention. On a perdu au change. C'est ce qui Ah oui. risque d'arriver, en fait, honnêtement, là, quand on y pense un peu. Mais là, tu es là, tu te dis, est-ce qu'on peut au moins dire la chose suivante? Il y a quelqu'un dans une grosse ville qui a décidé de faire un test avant de s'emballer, avant de s'emporter, avant de dire qu'il est populaire et il faut faire la même chose. Est-ce qu'on peut observer puis regarder les résultats de cette politique publique-là puis dire, ben écoute, si jamais c'est concluant puis il y a vraiment de l'argent qui est sauvé puis finalement c'est vraiment bon pour les gens, on le considérera. Mais mettons qu'il se plante, est-ce qu'on peut lui laisser le temps de se planter avant de faire la même niaiserie? J'aimerais bien ça, mais je pense que malheureusement, on va être dans le cycle médiatique rapidement. Là, c'est moins les conséquences d'une politique que le caractère cute sur papier de la politique publique. Là, je pense que c'est assez clair. Puis, en plus de ça, j'ai envie de te dire, le privé, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe au Québec qui est franchement intéressant pour répondre à cette demande-là de vouloir payer moins cher. Tu sais, on a vu ça, tout le monde en parle récemment, mais le fameux phénomène de liquidation Marie. Oui, OK? Ça, je trouve ça franchement intéressant parce que si on regarde un petit peu là, dans la théorie autrichienne, là, quand on parle de l'entrepreneur qui vient en quelque sorte contribuer au processus de marché puis de découverte de qu'est-ce qu'on a réellement besoin, ben Marie-Ève Breton, là, c'est exactement ça de liquidation Marie. Ce qu'elle voit, c'est une demande, hein, il y a un besoin justement pour des aliments moins chers. On est prêt à avoir des aliments qui Mmh. sont soit passés date, soit vont être passés date dans 4 jours au lieu d'être dans 3 semaines, mais c'est pas grave parce que le coût est moins cher. Puis il y a une sous-valorisation justement des produits qui vont être bientôt passés date. Donc, elle a créé un business model justement pour venir valoriser ces produits-là, puis s'assurer de voir elle ne sait pas avant de le faire si ça va fonctionner ou pas. Et elle teste, et très, très rapidement, on constate que non, non, il y a de la demande. Le privé est capable Exact. d'innover parce qu'on a des bons entrepreneurs pour répondre à cette demande-là. On est à 12 liquidations Marie. On vise 40 en 2028 environ. Je veux dire, mais encore là, on devrait fêter cet entrepreneuriat-là. mais présentement, son modèle d'affaires est challengé parce que ce type de commerce-là existe quand même depuis un certain temps, mais généralement, on n'avait pas vraiment de franchise pour ça. On avait un ou deux commerces de liquidation qui ouvraient à quelque part, mais ce n'était pas un modèle qu'on essayait de rendre pan-provincial. Puis à ce moment-là, il y avait un peu la paix parce que leurs employés n'étaient pas menacés leurs employés, l'employeur n'était pas menacé de syndicalisation de ses employés. Ça allait bien, ça passait un peu en dessous du radar, faisait de la pub dans certains médias, puis tu sais, tout fonctionnait. Mais Ouais. là, Liquidation Marie prend de plus en plus de place avec Mhm. une visibilité provinciale. Qui est-ce qui vient cogner à la porte? Gros méchant syndicat. Ils veulent rentrer dans la place. Puis là, tu te dis, OK, mais là, elle se fait challenger son modèle d'affaires éventuellement. Est-ce que ça va pouvoir fonctionner même dans un cadre syndical? Ça va être à voir. Puis encore là, tu restes quand même surpris de plusieurs trucs. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, elle va liquider des aliments qui ont une date d'expiration dépassée, mais tu regardes le type d'aliment, puis là, on parle de chips, on parle de conserves, on parle là, tu es là, tu te dis, pourquoi qu'on a des dates d'expiration sur des produits qui n'en ont pas vraiment besoin en Ouais, réalité? ouais. Puis là, tu te dis, est-ce que ce serait la réglementation, la problématique, des fois en épicerie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser cette question-là? Non, non, on passe la fille à tout le monde en parle, puis on la challenge pour dire, vous allez tuer du monde. Là, t'as peu. Là, Ah oui. c'est tout volontaire ce qui se passe au niveau de l'épicerie de liquidation Marie. Là. Ben, c'est ça qui est intéressant. Il y a de la demande. Il y a une demande qui est là. Fait qu'elle, elle s'ajuste puis elle répond à cette demande-là. Le meilleur exemple, franchement, tout le monde en parle, c'était génial. C'est quand tu as dit qu'il faut avoir une date de péremption sur du sel de l'Himalaya qui est là depuis des milliers d'années. Ça, c'est génial. Non, mais C'est c'est vrai, génial. ça? Ça encapsule le ridicule parfois de la réglementation. Puis ce que tu dis sur la réglementation, c'est un point qui est intéressant parce que quand on lit le rapport de la concurrence, du Bureau de la concurrence canadienne sur les épiceries, ce que tu constates, c'est qu'il y a plusieurs éléments. La première des choses, justement, c'est qu'on dit qu'il y a un problème de réglementation qui, justement, vient tirer à la hausse les prix. Je pense que c'est assez évident, puis ça vient réduire aussi la concurrence. Un autre élément, puis ça, c'est central. Le problème avec le fait qu'on n'a pas assez de concurrence, pas assez de concurrence selon certains, ben, ce qu'on voit, c'est que le Bureau de concurrence du Canada est allé voir les chaînes internationales. Ils ont dit, ben, regarde, on va aller voir les grandes bannières. Pourquoi ils ne sont pas au Canada? Qu'est-ce qui explique qu'ils ne sont pas là? Puis essentiellement, ce qu'on dit, c'est ben, c'est parce que si on s'établit au Canada, on ne sera pas capable de vendre nos produits sous le prix qui est vendu par les chaînes canadiennes. Fait que là, tu es en train de dire, OK, c'est ça la réalité quand tu lis le rapport de la Faut pas qu'on concurrence. vende trop cher. Fait que
il faudra vendre plus cher. Fait que là, tu dis, attends un petit peu, là, avant de chialer ces marges de profit des épiciers canadiens, là, lis un petit peu ce qui se passe. Essaie de comprendre pourquoi Ah les ouais. épiciers internationaux viennent pas s'établir au Canada. C'est noir sur blanc. En fait, ils sont un peu funky, là, le bureau de la concurrence, c'est peut-être vert sur blanc, là, mais ça reste que c'est très, très clair, c'est écrit. Donc, il faut arrêter de Autrement dit, fantasmer sur des grands profits incroyables, là. C'est pas la réalité. autrement dit, l'épicerie américaine arrive puis regarde ça puis ils disent: «Écoute, si on vient au Canada, je suis pas capable d'offrir les prix que les chaînes ont présentement». Mmh. C'est écrit Ah, dans le rapport. C'est écrit dans le rapport, mais ça se conjugue aussi avec un problème de réglementation. C'est pas que ça. Ça peut également avoir un effet avec le problème de réglementation. Mais ça, je trouve ça franchement intéressant de voir ça. Puis après ça, est-ce que ça a été précisément aux États-Unis ou en Europe? Je pourrais pas exactement dire quel type de chaîne. Là, on est très large sur les chaînes qui ont été approchées aussi. Donc, ça peut être un des facteurs qui oui. influence ces propos-là. Mais c'est intéressant de voir que ben, c'est pas que les épiciers canadiens sont trop gourmands. Alors, dans ce contexte-là, faut comprendre que euh, l'État ne sera pas plus capable. On a des exemples internationaux, puis on a des contre-exemples privés qui permettent de répondre à la demande. Mais on oublie souvent une affaire aussi, c'est que, tu sais, plein de gens comparent ça avec le commerce au détail dans l'alcool. Tu sais, ils vont dire: «Ouais, mais justement, on a la SAQ, puis ça». Mais là, vous oubliez un aspect très important, là, dans le fait que l'État délivre un service ou est dans une activité, c'est qu'en général, il s'octroie aussi un monopole. Ben oui, Donc, dans le ben transport oui. en commun, par exemple, il y a un monopole. Dans les sociétés de traversiers, il y a un monopole. Et donc, la raison pour laquelle ils sont capables d'exister puis d'offrir le service, même si c'est déficitaire, même s'il faut renflouer, c'est qu'il y a un monopole, donc ils se mettent à l'abri de la concurrence. Là, ce que vous voulez, c'est un système mixte où on va essayer d'introduire l'État comme un genre de Ben non. concurrencier à des choses qui existent déjà. Mais ça aussi, ça existe dans le monde de l'alcool. Parce que dans le monde de l'alcool, tu as essentiellement 3 modèles. Des États où c'est entièrement privé, mais que l'État met des réglementations puis des Mmh, taxes. Des systèmes monopolistiques comme au Québec, ou des places où ils ont essayé de faire une patente un peu mixte, genre on va libéraliser un peu, mais l'État va conserver quand même ce secteur-là, puis ce secteur-là. Puis en général, c'est les pires modèles, ceux-là. C'est les pires modèles parce qu'ils viennent comme distorsionner c'est parce qu'en fait, l'État n'est pas capable de compétitionner Ben, regarde, contre présentement, qu'est-ce qui des empêche réels la produits. SAQ de vendre de la bière, Ben, Frank? Pas là, grand-chose. En fait, il y en a déjà eu un peu, mais la raison pourquoi ils les enlèvent des tablettes, ils en ont presque pas, c'est qu'ils sont pas capables d'accoter dépanneur. exactement mon incapable. point. Donc, la seule manière que la SAQ devienne un joueur de premier plan dans la vente de bière, c'est que l'État utilise ses leviers pour interdire à tous les dépanneurs, toutes les épiceries, tous les magasins qui veulent en vendre, d'en vendre. Et là, ils vont être capables d'en vendre. Puis là, tu vas pouvoir aller l'acheter là-bas. Autrement que ça ne marchera jamais. Ben, Frank, c'est exactement ça. Tu sais, dans le débat au 98.5, on me disait, mais regarde, l'État, Gabriel, est tellement performant. C'est où que tu vis, Gabriel? T'es-tu au Québec? On a Hydro-Québec, on a la SAQ, on a l'Auto-Québec. Tu nommes des monopoles d'État. Donc, concrètement, puis c'est ça le problème, là, on revient à ça, mais les mécanismes, on ne comprend pas le mécanisme du profit et le cercle vertueux du profit pour justement s'assurer qu'il y ait une offre qui répond à la demande. On parle de liquidation Marie, tous les épiciers, il y a ça. On ne comprend pas également le mécanisme de concurrence. Qu'est-ce que ça va venir faire d'établir de la concurrence? C'est sûr que la SAQ n'a aucune pression concurrentielle à s'améliorer dans la mise en marché du gin québécois ou du gin en général ou du whisky, peu importe. Tu n'en as pas de concurrence. Par contre, dans un contexte où il y a des épiciers publics par rapport à des épiciers privés, très rapidement, on va le voir, là, très, très rapidement. Si cette lubie-là va de l'avant là, au Québec, puis on va le voir à New York avant, on va le voir à Toronto avant, ça va se planter. Puis si ça se plante pas, il y a juste, selon moi, une façon où ça se plante pas, c'est que ça va être Subventionné. tellement subventionné qu'on va se faire avoir de tous les côtés, là. Donc ça, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que la gauche considère que c'est dans les intentions et ne comprend pas les incitations, que ce soit le profit ou la concurrence. Pourtant, c'est central. Puis c'est là le problème, c'est qu'on a des mauvaises politiques publiques qui sont liées justement aux intentions, l'épicerie publique, mais très concrètement, si tu comprends pas que le profit est central, ben ça fonctionnera pas ton affaire, là. Puis Mmh. ça, c'est le bout souvent qui est sous-estimé, je pense, à quoi sert le profit? À gérer les attentes, mais aussi à gérer les incitatifs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une chaîne d'épicerie veut ouvrir un commerce? Ben, c'est qu'elle sait que ça va être profitable. Puis n'importe quelle épicerie n'est profitable qu'avec le volume. OK? Quand tu as une marge de profit de 2 à 4 la raison pourquoi tu réussis à finir ton année avec des milliards de dollars en profit, parce que ça, c'est l'autre argument de la gauche, c'est de dire: hey, voir, ils ont fait 3 milliards de profit, c'est quoi, c'est pas assez encore? Ouais, mais avez-vous vu la ligne des revenus? Avez-vous vu combien qu'on vend d'épiceries par année? C'est juste malade, là, le chiffre, puis comment que tu te rends compte, ça tient pas grand-chose, faire ce 2 ou 3 milliards de profit-là.
Ça a l'air gros, mais c'est petit parce que ça s'applique sur des montants qui sont de l'ordre de 100 milliards en termes de revenus. Mais là, tu te dis, si il n'y a pas ce 2 à 3 milliards-là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on ouvre plus de chaînes d'épicerie ou moins de chaînes d'épicerie? Ben, la réponse, c'est moins. Puis d'autres arguments qu'on va voir, c'est de dire hey, ces chiffres-là sont pas vrais. Ils font plein de placements de produits à l'épicerie. Ils vont vendre des emplacements de choix, ils vont recevoir des chèques, tout ça, ça ne doit pas être compris là-dedans. Oui, ça l'est. Dans la ligne des revenus, là, si on vendu pour, je sais pas, 50 000 à Doritos pour dire tu vas avoir un prime time, je ne sais pas s'ils font ça ou ils font pas ça. C'est pas de nos affaires vraiment. Mais mettons, ils ont dit OK, Doritos, là, vous allez toujours être placé en avant, mais ça vous coûte 50 000. Ce 50 000-là, il est dans la ligne des revenus. Puis ce 50 000-là, il a généré aucune dépense. Aucune dépense. Ils ont juste privilégié. Mais ça, c'est du profit pur, on pourrait dire. Mais si on finit avec 2 ou 4 de profit, c'est que ce genre d'entente-là leur a permis de financer des loss leaders dans l'année. Puis ça, on dirait que le monde ne le réalise pas. Les modèles d'affaires, on dirait que les gens s'imaginent, pour vrai, là, que la seule personne qui a mis de l'argent dans ses poches dans l'histoire, c'est l'épicier, puis il a pris une marge de profit de 30. Mais la réalité, c'est que le lait que tu as eu là, il y a eu de la transformation, il y a eu du transport, il y a eu de la production, Ah ouais. il y a eu de l'entreposage. Tu sais, tout le monde doit être profitable dans la chaîne de montage pour l'amener dans ta tablette puis le vendre. Il va y avoir des pertes. C'est pas tout le lait qui va être vendu. Il y en a qu'il y a des sacs qui vont ouvrir. Quand quelqu'un échappe de quoi à terre puis que ça spill out, c'est une perte pure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le paye. C'est le consommateur qui paye ça. Quand il y a du vol à l'étalage, quand Léa Streliski nous disait si vous voulez me faire emballer mon épicerie, je vais me payer moi-même en scannant pas un item, ben ça, c'est du vol à l'étalage. Ben, je suis obligé de vous dire qu'il y a quelqu'un qui le paye, puis c'est le consommateur. Léa Streliski, dans sa façon de fonctionner, elle a un coût direct sur le prix des aliments. Elle le fait augmenter. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis est-ce que vous comprenez comment ça marche le commerce ou vous n'avez juste aucune crise d'idée? Là? Ben, Ouais, et puis, dans les cas qu'on connaît en plus, là, tu sais, le cas de Kansas City puis les autres, c'est tellement des flops que ça c'est même pas ça on parle pas de 10 15 ans là, avant que ça ferme, c'est des fois 2 ans, 3 ans. Celle-là au Kansas aussi, là, des Erie Market, là. La ville achète ça en 2020. En fait, fin des années 2010 et déjà en 2020, ça ne fonctionne plus. Ils ont essayé de le privatiser à un moment donné en le en confiant sa gestion à un autre opérateur. Là, de ce que je comprends, l'épicerie est fermée, en fait, là. ouais, Depuis août 2025, l'épicerie est fermée ou on annonçait sa fermeture, là. Donc, c'est à un moment donné, combien de fois on va devoir l'essayer avant que des gens fassent ah non, je pense que ça ne marche pas. Tu sais, tu disais au début de ton intervention, je pense que c'est un bon mot pour conclure aussi, c'est leur ennemi là-dedans, c'est pas nous autres, c'est les faits, c'est la réalité. c'est tout. Tout est là. C'est C'est la réalité. C'est fou, Ren. Ce mais débat-là me flabbergasse. C'est comme si on perdait toute notion. Tu sais, à un moment donné, si quelqu'un ne sait pas de quoi il parle, tu te dis, ben, il va avoir l'intérêt de le comprendre ou d'essayer de comprendre. Puis tu te dis, on dirait qu'on a perdu ça au Québec. mmh, C'est comme genre, là, on dit des affaires en l'air. Il y a des gens qui arrivent avec des faits et disent non, c'est pas tout à fait de même, ça marche. Regarde, c'est 2 à 4 de profit. Tu t'en vas avec tes chiffres, tout, c'est tout fake, ça. Mais non, c'est pas fake, c'est des entreprises publiques. La bourse exige que les chiffres soient audités. Il n'y a pas de fake là-dedans. Ils sont dans le complot par-dessus la tête. Ils se disent, ah, c'est pas vrai, ça, c'est pas ça la réalité. Ouais, mais là, comment je fais pour argumenter dans ce contexte-là? Est-ce que c'est ouais, encore c'est faisable argumenter dans ce c'est contexte-là? Mais je pense que collectivement, on peut quand même j'ai envie de se dire, on peut souffler un peu parce que je pense pas qu'on s'enligne pour un gouvernement qui va mettre de l'avant l'épicerie ou plutôt le panier orange en octobre 2026, que ce soit au Québec, puis même plus tard au fédéral, là. T'es Ça sûr qu'il reste n'y a une pas de idée assez municipalités qui vont le marginale. faire? Pardon? T'es sûr qu'il n'y a aucune municipalité qui vont le faire? Ah là, c'est là le problème, là, parce que disons que les municipalités, des fois, Mhm. c'est très gauchiste. Donc, ça va être à suivre là-dessus. Au moins, c'est peut-être un petit peu moins gauchiste à Montréal ces temps-ci, là, ça va être à voir. Mais ça, là-dessus, j'avoue que je croise les doigts. Je suis un petit peu moins serein sur la question municipale que provinciale et fédérale. ouais, ça va être à surveiller. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été là, puis au plaisir de se reparler très bientôt. À bientôt, les gars. Bye bye. Yes.